Aujourd'hui, nous recevons Liam Liu, qui est doctorant en sciences de la réadaptation à l'Université McGill sous la direction d'Anouk Lamontagne, qui est professeur à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill et chercheur au CRIR à la JR. Ce midi, sa présentation porte sur la rétroaction en temps réel et la symétrie de la marche après un AVC. Je vous laisse la parole. Bon, ben, merci beaucoup, Madame Dupuis, pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici, de pouvoir partager les données de la recherche de ma thèse de doctorat avec vous aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, le titre de la présentation est les effets de la rétroaction en temps réel sous forme d'indices biologiques sur l'asymétrie de la marche après un AVC. Alors, d'abord et avant tout, qu'est-ce que c'est une asymétrie de la marche? Une asymétrie dans la marche après un AVC est caractérisée par une phase d'oscillation prolongée du côté parétique ainsi qu'une longueur de bas plus grande du côté parétique ou du côté non parétique. Si on parle des statistiques, parmi les personnes qui ont eu un AVC, 55,5% ont une asymétrie temporelle, tandis que 33,3% ont une asymétrie spatiale. Fait que déjà en partant, vous pouvez voir que l'asymétrie de la marche a vraiment deux parties. Il y a la partie temporelle et il y a la partie spatiale. Alors, vous demandez sûrement pourquoi c'est important de connaître l'asymétrie de la marche. Ben, l'asymétrie de la marche, ça peut amener des conséquences négatives telles qu'une risque de chute augmentée, des blessures musculo-squelettiques du côté non parétique, parce que souvent le côté non parétique, on prend plus de charge dans une période prolongée. Puis ça peut aussi amener de perte de densité osseuse du côté parétique parce qu'il y a une manque de mise en charge. Puis ça peut aussi créer des augmentations de la dépense énergétique à cause que le patron de marche asymétrique est considéré non efficace. Finalement, puisque après toutes ces difficultés-là, les personnes qui ont des asymétries de la marche ont vouloir moins de sorties de chez eux à cause de toutes ces difficultés-là, puis ça peut créer des restrictions dans les activités sociales et de participation. Fait que là, on connaît les conséquences. Comment on peut mesurer l'asymétrie de la marche? Dans le milieu clinique, on utilise beaucoup comme l'observation ou la description pour l'asymétrie de la marche, mais pour ce qui est de mesures quantitatives, on va plus dans les domaines, dans les milieux de laboratoire. Une des mesures qu'on utilise le plus souvent, c'est le ratio de symétrie. Par exemple, on utilise la longueur de bas pour mettre la longueur de bas parétique divisée par la longueur de bas non parétique. En exemple, si la personne a des longueurs de bas bilatéralement complètement égales, ça va donner un ratio de 1, qui signifie une symétrie parfaite. Et pour la symétrie spatiale, on utilise le ratio de longueur de bas, ou autrement RLP. Et pour la symétrie temporelle, on utilise le ratio de temps d'oscillation, ou RTO. Ces deux termes-là, c'est à retenir parce que dans les prochains manuscrits dont je vais vous parler tantôt, je vais faire référence beaucoup à ces deux mesures-là. Chez les gens qui ont un AVC, leur RTO se situe entre 1,24 à 1,61, tandis que leur RLP se situe entre 1,13 à 1,33. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais vous donner une idée. Habituellement, pour des personnes en bonne santé, le RTO doit être en dessous de 1,06, tandis que RLP doit être en dessous de 1,08. Bien sûr, il y a d'autres mesures qui existent pour la symétrie de la marche, notamment comme les indices de symétrie, le ratio de symétrie logarithmique et d'autres variables cinétiques et cinématiques. Mais souvent, ces mesures-là sont très compliquées à calculer et difficiles à interpréter cliniquement. Fait qu'on utilise surtout le ratio de symétrie. Pour ce qui est de l'intervention pour la symétrie de la marche, on utilise maintenant beaucoup de tapis roulants, comme vous pouvez voir à l'image gauche, un tapis roulant conventionnel, accompagné souvent avec l'arnais qui supporte le poids des participants. On peut également utiliser un tapis roulant à double ceinture, comme vous pouvez voir à l'image au milieu. Ce genre de tapis roulant permet d'ajuster la vitesse séparément du côté parétique et du côté non parétique. Finalement, on a aussi un genre d'entraînement qu'on appelle
le signal auditif rythmique. D'où on utilise une métronome qui produit des beats, puis on invite les participants à marcher selon le rythme de la métronome. Fait qu'on pouvait voir à l'image droite, à chaque fois qu'on produit un beat, le participant est censé le faire en bas. C'est important de comprendre que malgré que les interventions existent, les effets qu'on a sur l'asymétrie de la marche sont souvent à court terme. Et les effets à long terme sont plus ou moins mixtes. En effet, une étude qui est faite par Patterson et les collègues en 2015, ils ont trouvé que pour la majorité des personnes qui ont eu une asymétrie de la marche, leurs asymétries de la marche ne sont pas améliorées au cours de la réadaptation interne. Ça, c'est malgré qu'ils ont amélioré significativement leur vitesse de marche, leur équilibre et les fonctions cognitives là. Pour les autres fonctions sont d'améliorer, mais pour l'asymétrie de la marche spécifiquement, ça reste non changé. Alors, pourquoi l'asymétrie de la marche est tellement difficile à corriger? Ça existe plusieurs possibilités. D'abord, l'objectif de la réadaptation de nos jours, c'est vraiment pour que les personnes regagnent leur autonomie le plus rapidement possible pour qu'ils retournent à la maison. Fait que les cliniciens, les thérapeutes ont souvent moins de temps à faire attention à l'asymétrie de la marche, qui est plus ou moins considérée comme une qualité de mouvement. Ensuite, les interventions qu'on a aujourd'hui amènent seulement ce qu'on appelle des adaptations temporaires à la place de favoriser un apprentissage moteur. Alors, vous demandez sûrement, qu'est-ce que c'est un apprentissage moteur? Un apprentissage moteur, c'est un ensemble de processus associés à la pratique ou à l'expérience qui amènent à des changements permanents dans la capacité de produire une action qualifiée. Fait que le mot-clé est vraiment permanent comparé à des adaptations temporaires. Et un des facteurs qui est le plus important pour l'apprentissage moteur, c'est la rétroaction. Autrement dit, le feedback, qui est le terme que je pense qui est plus utilisé. Fait que le feedback, ça peut exister sous plusieurs formes. Ça peut être une connaissance de performance ou une connaissance de résultats. Ça peut aussi être interne versus externe, terminal ou concurrent. Fait que je ne vais pas passer trop de détails là-dessus, mais il est important de connaître. Récemment, on commence à utiliser un feedback en temps réel, ce qui est un feedback concurrent. Et puis, selon les résultats d'une revue systématique, ils ont trouvé que le feedback en temps réel puisse améliorer la mise en charge, l'équilibre et la vitesse de la marche. Mais les effets à l'asymétrie de la marche demeurent non explorés. Une autre sorte de feedback qui est aujourd'hui, c'est le feedback sous forme d'avatar. Qu'est-ce que c'est un feedback sous forme d'avatar? Comparé à une rétroaction ou un feedback conventionnel dont on donne des explications verbales ou fournir des chiffres, le feedback sous forme d'avatar, c'est qu'on prend le mouvement de la personne, puis on crée un avatar à partir de ça, puis on le présente directement à la personne pour qu'il puisse voir leur mouvement en temps réel. Alors, ça peut créer plusieurs avantages. Par exemple, ça peut créer des pratiques à répétition, ça peut donner des feedbacks instantanés. Tout ça, ça va faire dans un environnement sécuritaire. En plus de ça, chez les personnes, chez les êtres humains plutôt, on a une capacité extraordinaire à percevoir le mouvement biologique. Par exemple, si vous voyez l'image au milieu, là, les marqueurs et les lignes, vous pouvez voir tout de suite qu'il s'agit d'une personne sans faire référence à l'image à gauche ou à droite. En plus, si jamais vous voyez une personne qui marche de façon asymétrique, même si vous n'avez pas de formation clinique, habituellement les gens ils ont la capacité de reconnaître rapidement que cette personne-là marche avec un problème. C'est ce qu'on appelle une capacité extraordinaire de percevoir le mouvement biologique. Le feedback sous la forme d'avatar peut aussi incorporer plusieurs modalités. Il peut y avoir la modalité visuelle qui permet à la navigation spatiale, la modalité
auditif sous forme d'un son de bas qui est plus temporel. Puis on peut même combiner ces deux modalités ensemble pour créer un phénomène, ce qu'on appelle la facilitation intersensorielle, qui augmente la perception comparée à des modalités singulières. Finalement, le feedback n'est pas obligé d'être tel quel. On peut même modifier ou déformer le feedback. En paradigme qu'on utilise souvent dans les milieux robotiques, ce qu'on appelle un paradigme d'augmentation des erreurs, d'où on exagère les erreurs que les participants y font pour augmenter leur perception. Fait que d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par ce genre d'entraînement, ce genre de paradigme, on a fait une revue systématique en 2018 qui compare le paradigme d'augmentation des erreurs comparé à la réduction des erreurs dans les milieux robotiques chez les personnes qui ont eu un AVC, mais plus concentré aux membres supérieurs. Fait que si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller consulter cet article-là. Mais revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Fait que là, je vous ai parlé le feedback sous forme d'avatar et les avantages d'utiliser. Alors, mon objectif de recherche est justement à explorer les effets instantanés d'un feedback en temps réel, incorporant un avatar ou des sons de base sur les aspects temporels et spatiaux de l'asymétrie de la marche chez des personnes ayant un AVC chronique. Et pour atteindre à cet objectif-là, on a produit 4 manuscrits, dont chacun a des objectifs plus spécifiques. Dans le manuscrit 1, l'objectif, c'est d'examiner les effets instantanés du feedback sous forme d'avatar et comparer les vues différentes de l'avatar. Ça peut être une vue par l'arrière, par le côté ou une vue frontale. Fait que juste pour vous donner une idée comment l'avatar est créé, fait que d'abord, on met des marqueurs réfléchissants sur là où les participants, comme vous pouvez voir dans la première image. Ensuite, on utilise des caméras Vicon pour capturer les mouvements cinématiques de la personne. Puis, à partir de ces mouvements cinématiques, on peut créer des avatars. Et pour les 3 conditions que je vous ai parlé tantôt, on a une vue par en arrière, par le côté ou par en avant. Fait que là, je vais vous jouer une vidéo pour vous donner une idée. Fait que, il s'agit d'une participante qui a eu un AVC, qui est en train de marcher dans la condition de la vue par en arrière. Fait que vous pouvez vraiment voir que la personne il marche sur un tapis roulant qui s'ajuste la vitesse selon le rythme de la personne. Puis vraiment, en même temps, vous pouvez voir l'avatar recréer son mouvement en temps réel. Pour ce qui est des résultats du manuscrit 1, d'abord, on n'a pas vu de changement au niveau du groupe pour les RTO et RLP, mais par contre, dans la vue du côté, on a vu une augmentation dans les longueurs de bas bilatérales, mais plus au côté non parétique. On a également vu une augmentation de la vitesse de marche au niveau du groupe. Ensuite, si on divise les participants dans deux groupes, soit le groupe répondeur. En répondeur, ça veut dire que quelqu'un qui a amélioré, dans ce cas-là, c'est l'asymétrie spatiale. Donc, en répondant de l'asymétrie spatiale, c'est quelqu'un qui a amélioré leur RLP. Et en non-répondeur, c'est quelqu'un qui n'a pas amélioré ou bien qui ont détérioré. Fait que pour les répondeurs, on a vu qu'ils ont tous une longueur de bas plus large au côté parétique, c'est-à-dire une longueur de bas initiale plus large au côté parétique, tandis que les non-répondeurs, c'est le contraire, ils ont tous une longueur de bas plus large au côté non parétique. Fait que c'est des caractéristiques qu'on a trouvées. Alors, c'est pour le manuscrit numéro 1. Pour le manuscrit 2, c'est une continuation de la première expérience, fait que il s'agit des mêmes participants et de même expérience que le manuscrit 1, sauf que dans cet article-là, on est plus intéressé à examiner la relation entre l'asymétrie spatiale et la coordination interjambe de la marche. Fait que pour ce qui est des résultats, on a vu que pour les répondants, pour les gens qui ont améliorer leur RLP.
Ils ont également amélioré leur PRC, sans passer trop de détails dans ça, juste de savoir que le PRC, c'est une mesure de coordination. Pour les répondeurs de RLP, ils ont aussi amélioré dans leur coordination des hanches. Puis, on a aussi vu une augmentation dans l'amplitude totale des hanches au côté non parétique. Fait que, d'après ce que vous avez vu dans le premier article, dans le manuscrit 1, les adaptations sont faites plus au côté non parétique. Fait que dans le manuscrit 2, on a vu la même chose. Donc, les amplitudes totales des angles des hanches sont augmentées plus au côté non parétique. Puis, on passe au manuscrit numéro 3. Dans ce manuscrit-là, notre objectif maintenant, c'est d'examiner les effets du feedback sous forme d'avatar, sous forme d'un son de bas ou la combinaison de ces deux modalités-là. Fait que dans cette expérience, on ajoute le feedback auditif et la combinaison du feedback visuel et auditif. Puis, juste pour vous donner un exemple de l'expérience, fait que là, vous allez voir une personne, c'est une personne en bonne santé, c'est pas la vraie expérience, mais plutôt dans la phase pilote, dont la personne est en train de marcher sous la condition combinée. Fait que vous allez voir l'avatar sur l'écran, en même temps, vous allez entendre le son de bas quand la personne marche. Fait que je joue la vidéo. Fait que vous pouvez voir que quand la personne marche, l'avatar marche en même temps, puis les sons des bas sont produits à chaque fois la personne passe en bas. Je passe à la diapositive suivante. Pour ce qui est des résultats du manuscrit 3, contrairement à notre hypothèse, la modalité combinée visuelle et auditive n'est pas supérieure comparée à la modalité singulière. Puis, on n'a aussi pas vu de changement au niveau de RTO dans la condition de modalité auditive et combinée. En plus, contrairement à ce qu'on a vu dans les manuscrits 1 et 2, les répondeurs de RLP dans le manuscrit 3 ont augmenté leur longueur de bas bilatéralement, mais plus au côté parétique. Tandis que les répondeurs du manuscrit 1 et 2 ont plus augmenté dans leur côté non parétique. C'est quelque chose qui est différent dans cet article-là. Puis finalement, malgré que la modalité combinée n'est pas supérieure pour améliorer la symétrie de marche, d'après un sondage qu'on a fait après l'expérience, les participants ont tous trouvé la modalité combinée d'être le plus utile comparé des modalités singulières. Puis on a aussi trouvé que pour les gens qui ont une asymétrie sévère, c'est-à-dire un RLP plus grand, pour ces personnes-là, ils ont moins de tendance à améliorer leur symétrie spatiale. Puis finalement, pour les gens qui sont des répondeurs de RLP, ces personnes-là sont aussi capables de percevoir leur amélioration. On passe au prochain manuscrit. Dans le manuscrit numéro 4, on examine les effets du feedback auditif déformé. La déformation peut être sous forme d'un délai qu'on ajoute au son de bas ou en avancement au son de bas. Puis ça peut être aussi de magnitude petite ou large. Et pour cette expérience-là, on utilise plus, on a fait l'expérience chez les personnes en bonne santé, comme une étape première avant de pouvoir l'appliquer chez les personnes qui ont eu des AVC. Et dans cette expérience-là, on a trouvé que parmi toutes les conditions de déformation, soit des délais ou avancements de magnitude petite ou grande, le RTO, c'est-à-dire l'asymétrie temporelle, a tous augmenté, a tous changé dans ces conditions-là. Puis en même temps, on n'a pas vu de changement au niveau de RLP. Pour le changement au niveau de RTO, c'est caractérisé par une phase d'oscillation plus longue au côté perturbé parmi les conditions avancées, tandis que pour les conditions retardées, les phases d'oscillation augmentées bilatéralement, mais plus au côté non perturbé. Puis on a aussi
trouvé qu'il n'y a pas de différence entre les magnitudes petites et larges de déformation. C'est que peu importe la déformation, soit 15% ou 30%, les participants ont tous répondu de la même manière. Et fait que là, je sais que c'est beaucoup de résultats à digérer dans une dizaine de minutes. Fait que je vais vous faire une synthèse de tous ces résultats-là. Fait que en général, la stratégie des répondants de RLP, c'est-à-dire les répondants de la symétrie spatiale, c'est d'augmenter leur longueur de barre bilatérale, mais plus au côté qui est plus court. Ce qui n'est pas une stratégie idéale parce qu'habituellement, pour améliorer l'asymétrie, on doit d'abord réduire la longueur de barre du côté qui est plus long, en même temps d'augmenter le côté qui est plus court. Mais chez ces gens-là, leur stratégie, c'est d'augmenter les longueurs de barre bilatéralement, mais plus au côté qui est plus court. Il n'est pas clair pourquoi les répondants du manuscrit 1, 2 et 3 ont des profils différents par rapport à leur direction d'asymétrie. Comme vous pouvez constater, dans les manuscrits 1 et 2, ce sont des gens qui ont eu des longueurs de barre initialement plus longues au côté parétique, tandis que dans le manuscrit numéro 3, les répondants sont des gens qui ont eu des longueurs de barre plus longues au côté non parétique. Ça, c'est possiblement dû à la différence dans leur perception d'asymétrie. Ensuite, on a aussi vu une manque de changement à l'asymétrie temporaire chez les participants qui ont eu l'AVC. Dans le manuscrit numéro 4, où on a fait l'expérience chez les personnes en bonne santé, on a trouvé que le feedback auditif peut amener des changements à l'aspect temporaire. Et les changements ont eu lieu seulement au aspect temporel et non spatial. Mais pourtant, chez les personnes qui ont eu d'AVC, on n'a pas vu ce genre de changement-là. On croit que c'est dû à la difficulté de percevoir le rythme auditif suite à un AVC, parce que vous savez, après un AVC, avec le temps, souvent les gens commencent à perdre leur capacité de percevoir le rythme. Alors, qu'est-ce que ça implique pour les cliniciens dans leur milieu de pratique? Alors, d'abord, un feedback visuel sous forme d'un avatar peut améliorer les paramètres spatiaux de la marche, notamment la longueur des pas, la vitesse, et même la symétrie spatiale de certaines personnes avec AVC. Mais les caractéristiques des répondants et des non-répondants ont besoin de plus de recherche, ont besoin de plus de clarification. Tandis que le feedback auditif sous forme de son de bas pourrait aussi améliorer l'asymétrie temporelle si la déficience à la perception du rythme auditif est corrigée. Et pour corriger la perception, on pourrait utiliser le paradigme d'augmentation des erreurs qui pourrait faciliter la perception. Et pour ce qui est de la direction future, les recherches que je vous ai présentées aujourd'hui, ça fait vraiment partie de première étape de pouvoir transférer ce genre d'intervention au milieu de pratique éventuellement. Pour ce qui est de prochaine étape, on aura besoin d'une étude qui consiste des sessions multiples à longue durée, c'est-à-dire on doit examiner les effets à long terme. Puis aussi, j'encourage les futurs cliniciens et les chercheurs d'évaluer la perception du feedback visuel et auditif, ainsi que la proprioception et la fonction exécutive, car ces facteurs-là puissent influencer comment la personne peut réagir face à un feedback pendant leur intervention pour la symétrie de la marche. Puis, finalement, il est aussi très important de bien modifier le feedback selon le besoin et la capacité des personnes qui sont en AVC. C'est la fin de mon présentation. Et puis, j'aimerais remercier les organisations suivantes, notamment OPPQ, REPA, CREE et Université McGill pour leur subvention en fonds de recherche et également bourse d'études. Je vous remercie également pour votre attention. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Merci. Parfait. Merci, Monsieur Liu, pour la présentation. Donc, c'est le moment de la période de questions. Je vous rappelle de lever la main et utiliser l'espace de discussion de questions-réponses pour des questions.
Avant de donner la parole au public, moi, j'en aurais une, si je peux me permettre. Je me demandais, c'est quoi les avantages d'utiliser le feedback sous forme d'avatar? Pourquoi pas juste filmer la marche des participants avec une caméra puis leur montrer en temps réel? Qu'est-ce que ça change d'avoir l'avatar versus juste filmer normalement? Ok, moi, je reçois ce genre de questions souvent. Ben, il y a deux raisons principalement. D'abord, utiliser un avatar à la place de filmer le mouvement de la personne. D'abord, on peut mettre l'avatar dans des environnements différents. Par exemple, on peut faire l'avatar marcher dans la rue ou dans un centre d'achat, tandis que si on filme le mouvement d'un participant, ils vont seulement voir qu'il marche dans le milieu de laboratoire, ce qui ne va pas nécessairement transférer ce genre de pratique à la vie quotidienne. Puis la deuxième raison, qui est la raison plus importante, c'est qu'éventuellement, on aimerait de pouvoir modifier le feedback, c'est-à-dire utiliser le paradigme de documentation d'erreur. Euh, Avec un avatar, on pourrait éventuellement créer des distorsions pour exagérer l'asymétrie de la personne, tandis que si on filme le mouvement du participant, on va pas pouvoir le changer. J'ai une main levée, mais avant, j'ai une question dans les questions-réponses. Ça revient un peu à dire, si on n'a pas un accès à un avatar, comment on peut aider quelqu'un quand on observe, quand on constate une asymétrie, là? C'est vraiment plus, j'imagine qu'on revient aux techniques OK, habituelles. j'imagine, il veut dire dans les milieux de pratique, on n'a pas accès à l'avatar. Fait que, en tant que clinicien, comment on pourrait aider à la personne pour lui donner du feedback? Fait que corrigez-moi si jamais j'ai mal compris. Fait que, habituellement, en point clinicien, on peut dire que si la personne, ils font est-ce que cette personne-là a des longueurs de bas différentes? Fait que souvent, on peut voir ça. Est-ce que la longueur de bas est plus longue au côté parité ou non parité? Fait que vous pouvez donner explication ou du feedback à la personne. Et puis, ensuite, ça, on peut aussi voir si la personne, on fait une mise en charge égale. Fait que si la personne passe beaucoup plus de temps dans la phase de support au côté non parétique, ben, on peut demander à la personne d'essayer de corriger, d'essayer de faire de passer plus de temps au côté au côté parétique. En plus de ça, on peut aussi voir si la personne euh, il fait comment on appelle ça, là, de circonduction, malgré que ça ne fait pas vraiment partie de la semaine de la marche, mais tout ça, on pourra corriger. Fait que, comme j'ai dit au début de la présentation, la semaine de la marche, c'est vraiment un aspect euh, euh, qualitatif de la marche. Fait que c'est difficile de dire que euh, comment on pourrait donner toutes les informations nécessaires pour aider la personne. C'est pour ça d'utiliser un avatar qui reproduise le mouvement pour la personne en temps réel, ça nous permet de bien observer tout ce qui est important à observer, tandis que donner des explications verbales sont beaucoup plus limitées. Parfait. Euh, Aviez-vous fini votre réponse? oui, c'est ça. OK. Puis, oui. J'ai une main levée dans le public. Fait que je vais donner la parole à la personne qui avait levé la main. Si vous voulez ouvrir votre micro, vous pouvez parler. Est-ce que la personne, elle est... Oui, oui, c'est vous. Vous pouvez parler si vous voulez ouvrir votre micro. Ou bien écrire Je vais aller la à la question question. d'Anouk, le temps que la personne la trouve. Anouk te demande, le film ne serait pas en temps réel comme la réalité virtuelle, non? Je pense que c'était pour faire suite à la... Ça dépend. Ça peut être soit filmé puis le montrer par la suite, mais ça peut aussi, si la technologie permet, de filmer puis jouer tout ça en même temps dans la personne. OK. Encore là, je reviens à la personne dans le public qui avait levé sa main. Dès que vous êtes capable, si vous voulez parler, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Sinon, moi, j'avais encore une question. Selon votre recherche, c'est quoi les causes de la symétrie de la marche après un AVC?
Ou je suis anthropologue de formation, je connais pas ça. OK. OK. Pour ce qui est OK. Pour ce qui est des causes moteurs, c'est vraiment l'hémiplégie suite à un AVC. Fait qu'à cause de l'hémiplégie, vous pouvez voir que la marche après un AVC, ça peut avoir toutes sortes de déficiences et anomalies. Par exemple, aux aspects cinématiques, on voit des circonductions, on voit des amplitudes de jointure, surtout au côté parietal, qui est plus petite. Si on parle des aspects, par exemple, de l'activation musculaire, on voit des co-contractions abnormales, fait que les muscles qui se co-contractent, malgré qu'ils ne sont pas supposés co-contracter, puis on voit aussi une réduction dans la puissance maximale dans certains muscles. Également, d'autres muscles peuvent avoir une activation qui est plus tôt qu'est-ce qu'on attend d'une personne en bonne santé. Fait que tous ces problèmes moteurs-là peuvent contribuer à la symétrie de la marche, mais je pense qu'il y a aussi une autre raison qu'on a moins parlé ces jours-ci, c'est que la symétrie de la marche peut être aussi due à la déficience à la fonction sensorielle de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avec le temps, souvent les gens qui ont eu un AVC, ils vont avoir un sens de symétrie recalibré. C'est-à-dire, avec le temps, ils vont trouver que leur façon de marcher est symétrique pour eux autres. Ils vont perdre, pas nécessairement perdre, mais leur perception de l'asymétrie est recalibrée. Alors, c'est pour ça, là, c'est très difficile pour ces personnes-là de corriger leur asymétrie parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître qu'ils ont un patron asymétrique. J'ai une question dans le public. D'ailleurs, si jamais vous voulez poser des questions en anglais, il n'y a pas de souci. Là, je sais qu'il y a peut-être des gens qui viennent du CREF, donc n'hésitez pas là, en anglais, en français, là, on va les passer quand même. Donc, la question que j'ai du public, c'est votre étude était basée sur quel côté atteint? Est-ce qu'un côté s'améliore plus que l'autre? C'est une bonne question. Oui, fait que effectivement, comme j'ai parlé à la fin de la présentation, on a vu comme des résultats mixtes. Fait que dans les manuscrits 1 et 2, on a trouvé que ce sont des gens, surtout pour la symétrie spatiale, ce sont des gens qui ont eu une longueur de bas plus longue au côté parétique, qui sont capables d'améliorer leur leur symétrie spatiale, tandis que dans le manuscrit numéro 3, c'est le contraire. C'est les gens qui ont eu une longueur de bas plus long au côté non parétique qui sont capables d'améliorer. Fait que c'est pour ça que à la fin, je disais que c'est pas clair pourquoi il existe encore des différences. Fait que ça dépend vraiment, je pense, ça dépend vraiment de comment la personne perçoit leur asymétrie. Puis c'est quelque chose qui a exploré dans le futur. Fait que pour le moment, on n'a pas des réponses concrètes. Parfait. J'espère que ça répond à la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'en aurais une dernière qui, vu qu'on a le temps, là, porte un petit peu plus sur la méthode de vos expériences, là, le design, comment vous avez mené vos expériences avec les personnes, là, qu'est-ce qu'on leur demandait de faire, puis qu'est-ce qu'on évaluait, là. OK. Fait que pour ce qui est de la méthodologie, je sais, j'ai pas vraiment passé de temps dans cette présentation. Fait que d'abord pour le design, fait que pour les trois expériences, dans le fond, on a utilisé un design similaire pour toutes ces trois expériences-là. C'est un design qu'on appelle en anglais within subject. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à la place de comparer un groupe de participants à d'autres groupes de participants, on a gardé tous les participants dans le même groupe, puis on compare les résultats à leur niveau de base. C'est-à-dire, tous ces participants-là, ils vont participer à toutes les conditions, et dans chaque condition, ben, il y a d'abord 2 essais de marche, puis chaque essai, ça dure 2 minutes et demie. Alors, dans chaque essai, la première 30 secondes, c'est ce qu'on appelle la phase de préadaptation. C'est vraiment la condition de base où la personne marche, mais il ne reçoit aucun feedback. Ensuite, pour 1 minute, ils vont recevoir le feedback. Puis après 1 minute, le feedback va disparaître. Ils vont continuer à marcher dans une phase qu'on appelle post-adaptation pour 1 autre minute. Fait que j'espère que ça peut vous donner une idée. Fait qu'on compare surtout
comment ils vont changer au cours de l'essai pour chaque condition, fait, comparé vraiment à la préadaptation, après qu'ils reçoivent du feedback. Puis ensuite, pour ce qui est des échantillons de participants, ben, pour l'étude 1, 2 et 3, fait qu'on a recruté 12 patients, 12 personnes qui ont eu de l'AVC, tandis que pour le manuscrit numéro 4, on a recruté 12 personnes en bonne santé. OK. Ben, je vais peut-être continuer avec là-dessus avec une question du public. Il y a quelqu'un qui demande quelles sont les caractéristiques de votre population d'études en termes de durée post-AVC, spasticité, excusez pour puis état cognitif général. OK, très bonne question. D'abord, on a souvent recruté des gens qui ont eu un AVC chronique, c'est-à-dire qui ont des AVC plus que 6 mois. Fait que ceux qui viennent d'avoir un AVC sont exclus des études. Fait que ces personnes, pour les participants, les critères d'inclusion, c'est qu'ils doivent être capables de marcher sur le tapis roulant qui ajuste au rythme de la personne. Il doit avoir une vitesse à peu près entre 0,4 à 0,8 mètres par seconde. Et ces personnes-là doivent en même temps présenter une asymétrie de marche. Fait que si la personne a une AVC mais qui n'ont pas d'asymétrie de marche, évidemment, ils ne vont pas faire partie de cette étude. Puis pour ce qui est de l'état cognitif, pour toutes les personnes qui ont un score plus bas que 24 sur 30 sur le test MOCA seront exclus également. Fait qu'on ne veut pas que les déficiences cognitives soient un facteur qui pourrait influencer nos résultats. Fait que tous les gens qui ont des problèmes cognitifs sont malheureusement exclus de cette étude. Ah, merci. Une autre question. En clinique, si on utilise un rythme de métronome pour l'entraînement de la marche, deux questions. Est-ce une bonne méthode? Première question. Deuxième question, est-ce que le client peut pratiquer ainsi et avoir des améliorations? Puis une troisième question, je pense que vous êtes capable de les lire de votre côté. Est-ce qu'une application de métronome pourrait aider et faciliter pour la pratique de la marche? OK. Je vais essayer de répondre à cette question-là. Je ne suis malheureusement pas vraiment un expert pour l'entraînement de métronome, mais si jamais vous êtes intéressé, il y a plusieurs études qui sont faites en milieu de recherche par rapport à ça. Est-ce que c'est une bonne méthode? Je pense que oui, parce qu'il y en a plusieurs laboratoires qui font des études, même c'est comme ça, là, les RCP, le Randomized Control Trial, pour voir l'efficacité de ce genre d'entraînement. Fait que je dirais oui, ça pourrait aider, mais comme j'ai dit au début de la présentation, ça peut juste amener, présentement, ça peut juste créer des effets à court terme. On ne sait pas comment on pourrait aider ces gens-là à améliorer à long terme, ce qui rend l'asymétrie de la marche qui est un problème difficile à résoudre. Fait qu'à court terme, oui, les personnes sont capables d'adapter, mais à long terme, ils perdent les effets d'amélioration qu'ils ont reçus durant l'entraînement. Puis, je ne sais pas si je pourrais ouvrir la question parce que j'ai quand même perçu la question Ah, dans c'est la moi qui fenêtre. l'ai. Ah non, désolé, c'est de ma faute. Je l'ai comme passé à. J'ai fait comme si elle était traitée. Dans le fond, la première question, est-ce une bonne méthode? La deuxième, c'est est-ce que le client peut pratiquer ainsi et avoir des améliorations? Et la troisième, c'était est-ce qu'une application de métronome pourrait aider et faciliter pour la pratique de la marche? Ils sont juste passés dans le répondu, là, dans l'onglet répondu. OK. Fait que j'espère que j'ai comme répondu au moins comme en partie. Pour ce qui est de est-ce qu'ils vont pouvoir améliorer, comme je dis, c'est vraiment des effets à court terme. Puis ce qui est pour comme l'entraînement idéal, c'est vraiment, ça dépend de la symétrie de la marche de la personne. Par exemple, ce qu'on utilise des fois, c'est qu'on essaie de accélérer la vitesse de la marche. Par exemple, par exemple, si une personne marche, je ne sais pas, à 1 mètre par seconde, puis il y en a des études qui ont montré que si on
accélère la vitesse. C'est-à-dire, si on évite la personne à marcher à une vitesse 1,1 mètre par seconde, des fois, ça peut améliorer leur asymétrie de marche en même temps. Fait que dans ce cas-là, on a juste à ajuster la fréquence du métronome pour que les beats soient plus fréquents. C'est une méthode qu'on ajuste pour la vitesse. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question, mais comme je disais au début, je vous invite à consulter dans les milieux, comme il y a plusieurs articles de recherche qui sont publiés dans ce domaine-là. Les liens vers les articles que vous avez mis dans votre PowerPoint, je vais aussi les ajouter là, sur le site de la Balance Santé. Là, ils vont avoir le lien direct si les gens veulent les consulter. Anouk rajoute à votre réponse que le métronome donne un rythme à suivre, mais ne donne pas de feedback en temps réel. Ensuite, une autre question. Si je dois introduire cette technique dans ma pratique kiné, quelles seront les caractéristiques d'une séance type? Durée d'une séance, nombre de répétitions et combien de séances pour espérer de meilleurs résultats? Très bonne question. Très bonne question. Cette question est malheureusement ne peut être répondue dans les futures études parce que pour le moment, les recherches qu'on avait faites, c'est vraiment sur les effets instantanés. Pour ce qui est la durée optimale d'une séance, le nombre de répétitions, ça, c'est vraiment à explorer dans les prochaines étapes. Il faut qu'on teste avec les gens qui ont eu des AVC pour voir quelle est la fréquence idéale pour ce genre d'entraînement-là et puis combien de séances il doit avoir pour des résultats. Fait que malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse parce que la recherche sur cette question-là n'est pas encore faite.